Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition du 90 minutes live de l'Observatoire des métiers de la banque. Désolé pour ce petit retard à l'allumage dû à des petits problèmes techniques sur Teams, mais nous y sommes. Plus de femmes au sommet, c'est plus d'égalité en entreprise. C'est en tout cas ce que titraient la semaine dernière les Échos en réaction à la publication d'une étude mondiale réalisée par l'organisation YPO, le Financial Times et l'ONU Femmes. Il faut reconnaître que dans le domaine de l'égalité femmes-hommes au travail, la France fait mieux que d'autres pays, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni par exemple. S'il faut s'en réjouir, il est peut-être un peu tôt pour s'en satisfaire. Avec 2 femmes à la tête des entreprises du CAC 40 et 17 seulement à la tête du SBF 120, on peut considérer qu'il nous reste une vaste marge de progression. L'égalité femmes-hommes en entreprise progresse, certes, mais pas assez vite et pas partout. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en découvrant les résultats de l'étude de l'Observatoire intitulée « Les évolutions de carrière des femmes et des hommes dans le secteur bancaire ». Dans cette étude, réalisée par le cabinet Topix, vous pourrez mesurer les progressions réelles, mais aussi les freins, les blocages, les endroits où ça résiste. Métiers genrés, rémunération, parcours professionnel au féminin, parentalité, biais socio-culturels entre autres. Nous vous proposons de découper ce live en 3 séquences. Une première consacrée à la restitution d'une synthèse de l'étude, suivie d'un plateau dédié aux métiers genrés et d'un plateau suivant sur le thème des parcours pro au féminin. Pour conclure, nous accueillerons Maya Attic, directrice générale de la FBF et de la FB, pour un mot de la fin. Alors je vous rappelle d'ores et déjà que vous pouvez participer à tout moment en nous proposant vos contributions, vos questions, vos commentaires dans l'espace conversation de ce live. Je vous rappelle aussi que l'étude sera à votre disposition sur le site de l'Observatoire dès cet après-midi. Voilà, sans attendre, je vous propose d'ouvrir ce premier plateau afin de vous présenter la synthèse de l'étude. Voilà, retour plateau, nous nous retrouvons en plateau et j'accueille Stéphanie Fouache. Bonjour. Et Marc Grosser. Bonjour. Du cabinet Topix qui a réalisé cette étude. Alors, Stéphanie Fouache, vous êtes senior partner chez Topix. Vous avez un parcours dans de grandes entreprises françaises. Et vous avez, dans votre dernier poste dans ces entreprises, eu des responsabilités RH chez BNP Paribas, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, bienvenue. Alors Stéphanie, quels sont les progrès notables que vous avez pu enregistrer lors de cette étude? En gros, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui est positif finalement dans cette progression? Alors, pour réaliser cette étude, en fait, on a fait à la fois des interviews au sein des banques, de différents responsables RH, responsables de réseaux de femmes, responsables de la diversité ou encore des opérationnels, des managers. On a été interroger des hommes et on s'est rendu compte, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un moment important aujourd'hui de ce parcours. C'est-à-dire que les efforts ont démarré à peu près dans les années 2000. On a commencé à avoir les premiers résultats notables dans les années 2010. Et là, dans nos interviews, on s'est rendu compte que tout le monde nous disait on a un momentum vraiment important puisqu'il y a une vraie prise de conscience dans nos entreprises et il commence à y avoir un socle solide pour porter ces politiques diversité. Alors ce socle solide, il s'appuie sur 3 pieds. Un premier pied qui est les politiques diversité finalement qui sont portées au bon niveau, c'est-à-dire qu'on a à la fois un cadre avec des accords diversité-inclusion qui sont aujourd'hui renouvelés, qui sont internationalisés et qui fixent vraiment correctement ce cadre. On a la conviction des COMEX, des conseils d'administration qui s'intéressent vraiment à ces sujets-là et qui le portent véritablement. Des conseils d'administration dont on nous a dit par exemple qui s'interrogeaient sur l'enveloppe qu'il faudrait pour remettre complètement à niveau cette égalité professionnelle. Donc vraiment une sensibilité, une prise de conscience assez majeure. Et puis, avec cette prise de conscience, on a aussi un cadre réglementaire, à la fois avec la loi Copé-Zimmermann et avec la loi Rixin, qui contraint les établissements avec des quotas qui sont atteints, bien évidemment. Et donc, tout ce mix forme un premier pilier, je dirais, un peu corporate, qui fait que le sujet est porté au bon niveau. On se rend compte aussi que ce sujet a été professionnalisé parce qu'il commence à y avoir des KPI, à la fois des KPI corporate au niveau des établissements, mais des KPI aussi dans chacune des branches et des métiers qui suivent les sujets qui les intéressent, donc que ce soit le métier genré, que ce soit des sujets de gestion de carrière, enfin, quel que soit ou des sujets de rémunération
rémunération, mais donc des KPI qui suivent de façon très professionnelle ces sujets-là. Donc un premier socle qui est un socle corporate. Un deuxième socle, et dont on sait qu'il est absolument important pour faire bouger ces sujets d'égalité professionnelle, qui sont des programmes de développement des femmes, avec à la fois du leadership, du mentorat, du coaching sur des soft skills, du coaching sur du développement personnel, du coaching sur le syndrome de l'imposteur dont souffrent souvent les femmes. Donc un premier pan là-dessus. Évidemment, des sujets de communication et de sensibilisation. On connaît l'importance des rôles modèles à la fois pour les petites filles, pour les jeunes filles, et je pense qu'on en parlera ensuite au moment de la table ronde sur les métiers genrés. La formation dès le plus jeune âge est vraiment quelque chose d'important, et on entend parler pas mal avec le sujet des mathématiques dans la réforme, là. Avec des guidelines aussi au niveau de la vie professionnelle. Donc on essaye de travailler un contexte plus inclusif pour les femmes. Des réseaux de femmes qui sont très actifs, qui se sont vraiment professionnalisés, enfin qui a atteint une maturité très forte avec les hommes qui aujourd'hui sont beaucoup plus présents dans ces réseaux de femmes. Et on verra lors de la deuxième table ronde que finalement la position des hommes sur ce sujet-là est vraiment très importante. Et puis un travail en profondeur sur les mentalités. Et là on verra, je pense que Marc va en parler, que c'est encore un sujet sur lequel il y a pas mal de travail. Donc on a beaucoup travaillé l'intérêt de la parité, la sensibilisation sur ce sujet-là. On a travaillé sur les biens conscients, mais il y a encore pas mal de travail à faire sur les mentalités. Et puis, il y a eu un formidable travail qui a été réalisé par les RH sur les process et sur les sujets RH, à la fois pour limiter les biais dans le cadre du recrutement. Donc, on a travaillé beaucoup sur les viviers, sur les partenariats avec les écoles, sur la formation des équipes de staffing. Et là, on a entendu des choses passionnantes qui ont été réalisées sur les compétences, sur comment est-ce qu'on fait la promotion, comment est-ce qu'on construit les viviers, comment est-ce qu'on travaille sur la promotion des femmes, éventuellement en tenant compte de leur potentiel plus que de leurs expériences pour gommer, par exemple, le congé maternité. On a un monitoring qui a été renforcé à la fois dans les instances et dans les viviers pour veiller à cette meilleure égalité. Et puis, il y a des actions qui sont dédiées sur des sujets extrêmement pointus, des focus qui ont été faits. Ça peut être aussi bien la rémunération que les maternités, comment est-ce qu'on gomme les absences liées à la maternité et un travail aussi qui reste à faire, qui a déjà été bien entamé, mais qui reste à faire, on le verra, sur les métiers genrés. Donc finalement, la clé du succès, tout le monde nous a dit qu'il n'y a pas une action, enfin on s'en doute d'ailleurs, le sujet est beaucoup trop complexe, il n'y a pas une action qui a un véritable impact, mais c'est vraiment le maillage et le mix de ces actions qui font que les sujets avancent, mais c'est aussi une ambition portée par les différents établissements bancaires, et l'ambition est là, et le fait que ce soit porté au bon niveau. Donc, en effet, l'index égalité professionnelle homme-femme de la banque est en progrès, plus 7 points. Il est au bon niveau sur le critère qui concerne les congés maternité. Ce qui a bien avancé, qui s'est bien amélioré, c'est aussi la part des femmes dans les COMEX et dans les populations de leaders. Donc ça, je pense que c'est les premiers sujets qui ont été posés et on voit qu'aujourd'hui, on est à la cible. Il y a une réduction visible des écarts de proportion sur tous les niveaux d'encadrement. Donc l'étude qu'on a menée là porte sur la période 2014-2020. Donc toutes les datas qu'on a crunchées là-dessus montrent que tous les écarts sont réduits. Et les écarts de rémunération sur les salaires de base sont aussi en net progrès, notamment sur la catégorie H, sachant que la catégorie H est un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire que le nombre de femmes dans la catégorie H est tout à fait correct par rapport à nos objectifs, mais on se rend compte quand même qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont plutôt en fin de parcours sur la catégorie H plutôt qu'un vivier pour des postes en IJK. Donc la catégorie H, il faudra y porter une attention particulière. On a des écarts de rémunération qui se sont inversés chez les techniciens. Donc là, les femmes sont plutôt mieux placées. Et puis, on a des efforts de féminisation sur certains métiers qui ont bien avancé, même si on va le voir, c'est encore un domaine, et ça, je vais laisser la parole à Marc, c'est encore un domaine où il y a des progrès à faire et où on doit rester vigilant compte tenu de ce qu'on a observé. Merci Stéphanie. Alors, Marc Rosser, bonjour. Bonjour. Bonjour Marc. Alors Marc, vous avez un parcours, vous êtes expert chez Topix, Oui. vous avez un parcours de DRH. Oui.
dans des grandes entreprises françaises également, hein, je crois Danone, Deutsche Telekom, alors Deutsche Telekom, c'est pas très français, mais Danone au moins, Auchan, et Auchan plus récemment. Et vous avez également participé à cette étude. Alors vous avez le rôle un peu plus difficile, on a parlé de ce qui allait bien, maintenant on va parler de ce qui va moins bien, et on va dire de ce que j'appelais tout à l'heure la vaste marge de progression. Dites-nous un peu ce qui coince. Alors, c'est ce qui coince, ou plutôt ce qui reste à faire. C'est-à-dire que, globalement, les femmes restent majoritairement sur des métiers moins valorisés. C'est-à-dire que quand on prend vraiment l'ensemble de la population, elles sont majoritairement sur des filières métiers qui ont un potentiel d'évolution au plus haut niveau qui est plus limité. Et donc, ça veut dire que ça a des conséquences en termes de statut et de rémunération. Et notamment, Stéphanie le mentionnait, on a beaucoup de femmes au niveau H qui ont déjà une très forte ancienneté et donc qui sont moins sur des perspectives d'évolution. Et donc, ça peut à première vue donner l'impression qu'on a un vivier très fort, oui, et qui n'est peut-être pas forcément aussi fort, notamment vu les filières métiers sur lesquelles elles sont. Alors on en parlera dans la table ronde numéro 2 d'ailleurs. Hein. Mais ça, c'est un point qui peut vraiment être un petit peu misleading au démarrage. On a l'impression que tout va bien, qu'il y a beaucoup de femmes au premier niveau de cadre, mais ce premier niveau de cadre peut être aussi, en grande partie aussi, un niveau d'arrivée et pas un point de départ. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que, et ça a été quelque chose que moi, peut-être dans les filières de grande consommation, dans le retail, je l'avais moins vu, c'est quand même le poids des filières métiers encore très genrés et sur lesquels, en plus, les métiers avec le plus haut niveau de qualification, c'est là qui sont majoritairement tenus par des hommes. Et donc là, vous avez le double effet sur le fait que non seulement, classiquement, comme d'autres entreprises, il y a les problèmes d'accès des femmes finalement aux postes et aux instances dirigeantes, mais c'est doublé du fait qu'il y a des métiers qui sont des voies beaucoup plus favorables et sur lesquels il y a essentiellement des hommes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas spécifique à la banque, qu'on retrouve aussi chez Syntec et dans d'autres endroits, mais qui, par rapport à des secteurs comme la grande consommation sur lesquels on est plutôt sur du commercial ou des métiers comme ça, ou du marketing, c'est d'autant plus fort. Et surtout, ce qui nous a frappé, c'est que l'écart se creuse dès le recrutement. Et ça, c'est un point qui est quand même extrêmement important. C'est que déjà, dans les recrutements de Bac plus 5, les 3 dernières années, il y a un écart de 15 points de recrutement en faveur justement des jeunes hommes. Et l'écart en termes de niveau de classification, il démarre aussi très tôt, déjà entre 25 et 30 ans. Et ça aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément été habitué à voir dans d'autres secteurs, où finalement, ça se creusait au fur et à mesure, mais où sur la ligne de départ, c'était quand même beaucoup plus proche. Alors le troisième point, c'est quand même, et je crois qu'on y reviendra dans la table ronde, les modèles de carrière ont quand même peu évolué, c'est-à-dire quand on compare 2014 et 2020, il y a toujours cet écart énorme quand même dans les taux de promotion entre 25 et 40 ans entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est quand même, ça saute aux yeux. Et là, évidemment, alors on n'a pas pu faire toutes les corrélations personne par personne, mais c'est forcément le poids quand même du temps partiel, de la maternité, des congés parentaux, et ça a vraiment un impact sur la carrière. Donc là, c'est vraiment très concentré sur cette période entre 25 et 40 ans. Ça, c'est très visible, vous le verrez sur l'étude avec les schémas. Les écarts de rémunération, Stéphanie en a parlé. Il y a eu des gros efforts qui ont été faits avec des enveloppes en plus spécifiques, notamment sur les salaires de base. Par contre, il reste quand même un certain nombre de mystères. C'est les écarts de rémunération en total, et notamment pourquoi les hommes ont systématiquement une part variable plus élevée. Alors, il y a une part qui peut s'expliquer peut-être parce qu'ils sont sur des métiers avec une part variable plus élevée, notamment quand ils sont en salle de marché et tout ça. Oui. Mais globalement, tous les métiers, la part variable, c'est toujours systématiquement en faveur des hommes. Et là, ça laisse quand même un tout petit peu interrogateur sur pourquoi finalement c'est systématiquement le cas. Mais on l'a retrouvé à chaque fois. Donc ça, c'est les 4 grands points qu'on a pu voir. On a travaillé avec Stéphanie sur quelques propositions et recommandations. Stéphanie en a un peu parlé dans le point 1. Ça commence à être fait, mais on a travaillé de manière essentiellement quand même sur les hauts potentiels parce qu'il fallait remplir finalement les comités de direction, les instances dirigeantes. Donc tout ce qui était les réseaux de femmes, les programmes de leadership, ont beaucoup été faits pour une petite partie de la population. C'est en train de s'ouvrir. Et d'ailleurs, tous les responsables de réseaux de femmes qu'on a pu voir nous ont dit que c'était la condition de maintenant, c'est d'élargir, ouvrir, démocratiser et de mettre les hommes dedans. On en parlait beaucoup aussi dans la deuxième table ronde, les réseaux de femmes, les viviers. Ouais. Donc ça, c'est un point vraiment important, c'est ouvrir.
Deuxième aspect, c'est revenir au plus vite à un meilleur équilibre femmes-hommes dans les recrutements de Bac+5. Alors, ce ne sera pas simple, on retombe sur les problèmes de métiers genrés et sur le fait que je ne pense pas du tout que ce soit par plaisir que les banques recrutent plus de Bac+5 hommes. On retrouve un certain nombre de métiers. Quand on voit en 8-10 ans, il y a plus 7 points de proportion des métiers informatiques au global. Et comme c'est les métiers sur lesquels on recrute le plus d'hommes, du fait même des filières de formation, on creuse l'écart. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on va courir après beaucoup de choses en termes d'égalité si on ne traite pas le sujet des métiers genrés et si on ne l'aborde pas très tôt, finalement, et probablement même avant que ça soit en école d'ingénieur. D'accord. Troisième point, c'est les modèles de gestion de carrière. Déjà, premier point, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes qui stagnent au niveau H ? C'est pas possible qu'on se dise qu'on ne va rien faire. C'est-à-dire que je pense que, notamment, on a pu voir que la formation, par exemple, était utilisée de manière très neutre au niveau des banques. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une priorité très forte, ce n'est pas utilisé pour réorienter, faire du upskilling, reskilling. Il y a peut-être des choses à faire sur des métiers sur lesquels il n'y a pas grand monde et des personnes qui ont du potentiel pour éventuellement évoluer là et de mettre beaucoup de budget là-dessus. Donc ça, c'est un point, c'est quelle perspective de carrière donc, pour les femmes qui sont niveau H. Et puis, les écarts de promotion. Là, je pense qu'il y a une table ronde, la deuxième table ronde y reviendra, oui. Mais les écarts de promotion, franchement, ce n'est pas acceptable qu'ils restent exactement les mêmes que ceux qu'on voyait en 2014. Donc, ce qui prouve bien qu'on a beaucoup travaillé sur l'aspect de ce qu'on appelle l'égalité verticale, l'accès des femmes au poste de dirigeants, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour que ça touche le plus grand nombre. Je pense qu'il y a quand même des possibilités, il y a des endroits, justement, dans tout ce qui est le retail et la banque de détail, sur lesquels il y a finalement un pipeline qui est là, il y a justement beaucoup de talent. Pourquoi on ne pourrait pas accélérer encore plus sur les endroits sur lesquels ils sont ? On sait qu'il y en a sur lesquels c'est plus difficile, mais il y en a sur lesquels il y a énormément de femmes talentueuses. Est-ce qu'on ne doit pas encore accélérer par rapport justement au potentiel qu'il y a là ? Et enfin, deux autres sujet. Il y a évidemment l'attractivité sur les métiers dits masculins auprès des jeunes femmes. Et là, effectivement, c'est quelque chose sur lequel les banques ne peuvent pas travailler seules. Et elles ne travaillent déjà pas seules. Mais on sait qu'il y a encore différentes études qui viennent de sortir, celle de l'INSEE au début du mois, et il y a une grande étude Terra Nova aussi il y a quelques mois. On a fait beaucoup d'efforts globalement au niveau de la société française pour faire avancer le sujet, mais il n'a pas beaucoup bougé. Donc ça prouve bien la complexité de comment on attire plus de jeunes femmes sur tout ce qui est les métiers d'ingénieurs et sur toutes les filières scientifiques. Et ça va être quand même déterminant. Les femmes sont sur très peu de filières métiers quand on regarde au niveau de la société française. Et donc ça, c'est un point important. Et puis, ça veut dire aussi qu'il y a énormément de stéréotypes encore qui restent à déconstruire. Alors des stéréotypes pour l'attractivité des métiers sur les filières scientifiques, mais même en interne des banques. Et là, tous nos interlocuteurs, par exemple, nous ont dit que l'histoire sur le temps partiel, c'est presque encore pire en fait, pour un homme de demander un temps partiel ou même de prendre jusqu'au bout son congé paternité que pour une femme. Donc là, on a bien quand même des stéréotypes en termes de gestion de carrière qui reposent aussi sur le fait d'être disponible, d'être sur encore du présentéisme. Et là, avec tout ce qui nous est arrivé avec le Covid, les nouveaux modes de gestion de travail, il y a quand même des opportunités pour revoir un peu tout ça. Merci beaucoup Marc, merci Stéphanie. Alors Marc, vous restez avec nous. Merci pour cet exercice de synthèse, pas facile en quelques mots, mais qui joue en même temps en tant que teaser. Et donc vous allez, je l'ai dit tout à l'heure, retrouver cette étude dès cet après-midi. Vous pourrez rentrer en profondeur dans l'ensemble de ces problématiques et de ces propositions et recommandations qu'on vient d'évoquer. On va passer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le prochain plateau qui concerne les métiers genrés. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve en plateau. Cette fois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Lamoureux et également deux autres personnes qui sont à distance et qui nous rejoindront dans un instant. Anne-Cécile Pinsec et Martine Assat, qui est à Strasbourg, je crois. Donc voilà, on est dans un duplex pour cette table ronde. Alors, métiers genrés, de quoi parle-t-on quand on parle des métiers genrés ? Eh bien, on est dans un contexte qui était déjà un contexte de tension préexistante sur les filières STEM. Filière STEM, c'est sciences, techniques,
ingénierie et mathématiques, donc des filières qui étaient déjà sous tension, mais cette tension est renforcée par plusieurs phénomènes. D'abord, la digitalisation globale de l'ensemble des entreprises, mais aussi la réindustrialisation en cours en France. Et puis, un phénomène qui est assez récent, mais qui va être assez fort, c'est le regain des métiers du nucléaire qui reprend un essor important, comme vous le savez, en France. Donc, on a plus que jamais besoin de jeunes femmes dans ces filières et de femmes dans ces métiers, mais voilà, les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter des femmes pour ces postes. Voilà. Donc, je le disais, on va évoquer tous ces sujets avec vous en plateau et à distance. Et je vais commencer par un échange avec Anne-Cécile Pinsec. Anne-Cécile, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis là. Bon, très bien. Si je pouvais avoir un retour en plateau, ce serait idéal. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour Anne-Cécile. Alors Anne-Cécile, vous êtes doublement au cœur du sujet puisque vous êtes responsable RH IT groupe Société Générale, donc les métiers de la IT, évidemment. Mais vous avez vous-même un parcours au sein de ces fameux métiers genrés, puisque vous avez occupé des fonctions dans les salles de support, de salles de marché, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc vous l'avez vécu à titre personnel, si on peut dire. Oui, c'était il y a bien longtemps, mais oui, tout à fait. Voilà, donc vous en avez l'expérience. Alors Anne-Cécile, question rituelle un peu, mais on va commencer par ça. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette étude ? On l'a survolé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez retenu en particulier ? Alors moi, je dirais la richesse et la variété des actions qui ont été mises en œuvre par les entités que vous avez interrogées dans cette enquête, qui montrent la volonté de tous d'adresser le sujet de la diversité dans toutes ses facettes et au plus près du terrain pour faire bouger les lignes. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Très bien. Alors, on sait que dans l'IT, je crois qu'on a un contingent en France de l'ordre de 27% de femmes, et je crois que c'est encore pire dans le monde cyber, puisqu'on est à 11%. C'est quand même, on est loin du compte. Je vois Martine qui opine du chef, qui en souffre. Alors, quels sont les principaux métiers concernés autour de vous dans votre quotidien ? Anne-Cécile. Bon, moi je dirais que globalement c'est un peu tous les métiers de l'informatique. On est, nous, si je regarde notre écosystème, on est autour de 30% de femmes dans les cœurs de métiers IT. Ce que disait Madame tout à l'heure, on n'est pas que dans une problématique française, même si moi quand je regarde, on a quelques pays qui s'en sortent un peu mieux, comme la Roumanie où il y a 60% de femmes, la Tunisie, le Maroc où il y a 35-40% de femmes, mais sinon voilà, la France n'est pas une exception. Alors, je dirais que plus on a des métiers techniques et technologiques d'expertise, plus on a d'hommes. C'est très lié au vivier des femmes dans les écoles d'ingénieurs. Effectivement, la cybersécurité, on doit être à 15-16% Vous êtes au-delà de la moyenne, de femmes. Oui, c'est ça. La production infra, c'est à peu près la même chose, un peu plus peut-être, mais à peine. Et puis voilà, dès qu'on est sur des métiers expertise infra, il n'y a quasiment aucune femme. Donc c'est évidemment, plus on a des métiers technologiques, plus on a d'hommes. On a des métiers autour de la data, autour du management de projets informatiques, où on a plus de femmes, à peu près 40% de femmes, probablement parce que ce sont des métiers sur lesquels on peut rentrer avec un background de formation qui n'est pas forcément ingénieur et qui... projet, et ensuite on rentre au fur et à mesure dans un vernis IT plus important. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu plus de femmes sur ce type de métier. Alors Anne-Cécile, vous avez un rôle RH aujourd'hui, après avoir occupé des fonctions support, je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors qu'est-ce que vous mettez en œuvre concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur l'expérience ? Qu'est-ce que vous faites pour rééquilibrer ou chercher à rééquilibrer à votre échelle à l'ASG dans vos équipes ? Déjà, je pense que le sujet, il faut le prendre comme un projet en tant que tel, avec des sponsors, avec des objectifs, du suivi des KPIs et du marketing et de la communication et du sponsorship fort. Ça, c'est très important, effectivement. Nous, on a... Pour démarrer, analyser nos pratiques, parce que c'est vrai que de s'arrêter, de dire finalement on est sur un marché d'emploi qui nous est
défavorable en termes de mixité, on s'arrête là, non, parce qu'on peut faire déjà beaucoup de choses en interne pour développer les femmes qui sont présentes dans nos équipes, leur donner plus de perspectives. Donc c'est d'analyser les taux de démission des femmes, les taux de recrutement, est-ce qu'elles sont présentes, à quel niveau elles sont présentes dans les cercles de décision, et de décider, parce que ça c'est à notre main finalement, de faire bouger les lignes et de développer ces femmes. Et après aussi d'intervenir sur l'attractivité, d'apporter notre pierre à l'édifice de l'attractivité. Donc cette analyse en détail et par équipe nous a permis de construire des plans d'action et de correction en fait au plus près. Et puis de faire jouer aussi un peu l'émulation entre équipes, parce que quand on voit qu'il y a une équipe, il y a plus de femmes. C'est bien ça. Par comparaison, ça fait bouger un peu les autres qui disent tiens, je devrais quand même peut-être faire quelque chose. Voilà. Après, nous, on travaille. Je pense que la sensibilisation au biais est très importante. Et ça fait vraiment un effet à tous, hommes comme femmes, parce que c'est au moins là, il y a de l'égalité. Ça fait un effet de compréhension de ce qui se joue et sans se sentir coupable, parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Et je pense que vis-à-vis des managers, ça a un effet très fort. Donc on sensibilise les managers, mais aussi les populations spécifiques, les HRBP, les communicants, les recruteurs, puisqu'ils sont tout autour et vont contribuer. Et puis ensuite, on essaie de contribuer sur notre attractivité. Nous, on a créé un vivier de femmes ambassadrices solides, qu'on peut activer pour des présentations en interne, en externe, auprès des écoles, et notamment à l'intérieur des femmes qui sont sur des technos, pour montrer que y a des femmes aussi sur ces métiers, et ce ne sont pas forcément des top managers, ce sont des rôles modèles plus à proximité, qui peuvent donner envie, on l'espère, à des jeunes femmes qui auraient envie, qui se poseraient la question. Donc ça, et on s'est mis un objectif, c'est une femme à chaque fois, à minima, qu'il y a une présentation dans une école, et on voit que ça marche. Voilà, c'est un indicateur fort en effet. Ah bah oui. Merci beaucoup Anne-Cécile, on reviendra vers vous tout à l'heure. Entre autres, je n'ai pas pu tout dérouler, mais on n'a pas le temps. Si, mais oui, mais on reviendra vers vous tout à l'heure. Vous avez évoqué plein de thèmes qu'on va développer, avec Martine notamment, mais aussi avec Christine, tout de suite d'ailleurs. Christine Lamoureux, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, vous n'êtes pas du monde bancaire. Non. Mais c'est bien, vous allez être un peu notre fil rouge pendant ces 2 tables rondes. Alors vous avez un parcours où vous êtes aujourd'hui directrice diversité et développement RH chez Orange Innovation. Absolument. D'accord, des métiers techniques et de la recherche. Voilà. Vous avez un background dans l'enseignement. Et puis, vous êtes chez Orange dans la RH depuis pas mal d'années maintenant, donc où vous avez participé et assisté à l'ensemble de ces évolutions. Ça va être intéressant d'avoir aussi votre retour sur les progrès qu'a fait Orange dans ce domaine. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est la même que tout à l'heure d'ailleurs, c'est qu'est-ce que vous retenez de cette étude ? Alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a pas mal d'enseignements et de recommandations, mais surtout les enseignements qui sont universels, c'est-à-dire que ce qui est propre au métier de la banque et qui a été partagé par Stéphanie et Marc, on coche beaucoup de choses aussi dans le monde des télécoms. Voilà. Donc que ce soit sur l'accès au poste à responsabilité, que ce soit sur un déséquilibre fort en ce qui concerne la présence des femmes dans des métiers plus techniques et du numérique, finalement les enseignements sont les mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut avoir un intérêt, comme on le fait aujourd'hui un peu, à partager et benchmarker finalement sur les initiatives qui sont les nôtres, et puis je pense à se serrer les coudes, et je vois aussi qu'on est toutes et tous dans la même envie de faire progresser des choses, et moi je verrais plutôt du coup ce verre à moitié plein dans les enseignements de l'étude. Mais là, justement, les métiers genrés,
genrée chez Orange, on connaît bien. J'évoquais les fameux STEM tout à l'heure. Orange travaille depuis plus de 15 ans sur le sujet, je crois. Donc vous avez là aussi un peu de retour sur l'expérience à partager. Mais pour vous, quels sont les principaux impacts de ces déséquilibres pour un opérateur télécom dans votre cœur de métier finalement? Parce que technicien, ingénieur, vous êtes quand vous dites loge. depuis plus de 15 ans on travaille dans le domaine, je précise, on est mobilisé sur les sujets liés à la diversité, à l'égalité professionnelle. Ouais. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pourquoi est-ce que c'est si important au-delà d'une dimension un peu naturelle et normale d'avoir un équilibre, en tout cas une mixité dans ces métiers-là, c'est que si on prend par exemple les métiers de la data et de l'intelligence artificielle, qui sont chez nous des domaines d'expertise dont on a besoin pour développer les produits et les services pour nos clients, que ce soit B2B ou grand public, les équipes qui vont développer ces solutions-là, c'est important d'arriver, par exemple, à faire évoluer la part des femmes, notamment, mais globalement d'avoir des équipes diversifiées et pas que des femmes, parce que ce que je vais définir et programmer, ça doit ressembler à mon utilisateur final. Je schématise. Et donc, avoir un trop fort déséquilibre dans ce domaine-là, par exemple, de tout ce qui est la programmation sur l'intelligence artificielle, ça crée des difficultés ou des biais, comme on l'a entendu il y a déjà quelques temps dans les usages. Et pour nous, c'est vraiment très, très, très important. Et puis aussi parce que quand vous avez un plus grand équilibre de profil, notamment hommes-femmes, eh bien, il y a une forme de challenge ou de manière d'aborder les problématiques, je pense, qui est positive parce que on ne va pas avoir les mêmes angles, la même manière de traiter les sujets. D'accord. Alors, vous comment dirais-je en fait, vous parlez de programmes déployés chez Orange depuis longtemps. Vous êtes une entreprise internationale. On parlait tout à l'heure de la Roumanie. Vous êtes une entreprise internationale. Déjà, est-ce que vous estimez qu'il y a des disparités entre les pays, dans les cultures dans lesquelles Orange est présente, dans ces métiers genrés? Est-ce que vous les observez? Je rejoins ma collègue en ça tout à l'heure. Hein. C'est vrai que nous, on est présents dans plus de 20 pays et qu'on a des salariés finalement de tous les horizons. Et il y a géographiquement des disparités de représentation des femmes dans les métiers techniques. Ça a été cité tout à l'heure, Tunisie, Maroc, on va avoir, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui est très culturel et ancré, une proportion de jeunes femmes qui vont s'orienter plus dans les métiers, dans les études techniques, et donc le vivier de recrutement sera plus important. C'était intéressant que vous citiez la Roumanie parce que nous, on est en train de lancer un programme de recrutement en Roumanie et en Pologne, notamment par exemple dans les équipes d'intelligence artificielle, on espère bien attirer dans ces pays-là un nombre de femmes pour équilibrer. En France, je pense que c'est à peu près le même constat que dans les métiers de la banque. Aujourd'hui, chez Orange, il faut savoir, dans le monde, on a 36% de femmes parmi tous les salariés. D'accord. Et si on zoome sur les métiers techniques et du numérique, on a 21% de femmes. Voilà. Chez Orange Innovation, qui est la partie qui travaille, comme son nom l'indique, sur toutes les innovations, recherche et développement en soutien des pays pour les produits et services qu'on va ensuite déployer. On est aussi à presque 21%, mais j'allais dire seulement 21% de femmes dans ces métiers-là. Alors, qu'est-ce qui peut déclencher finalement une évolution durable? Parce que je pense qu'il y a ce sujet-là aujourd'hui. Oui. Nous, on a mis en place un programme national, alors en France et international aussi, donc sur l'ensemble du périmètre du groupe, qui s'appelle Hello Women. Et dont l'objectif est sur 4 axes que j'ai retrouvés dans ce que disait ma collègue. Cécile, oui. C'est à la fois sensibiliser sur ce sujet de l'attractivité des métiers techniques pour les femmes, c'est développer l'attractivité
auprès des jeunes publics féminins, mais aussi à les convaincre, les professeurs qui sont des prescripteurs, les parents qui sont les prescripteurs. Et puis, c'est travailler aussi sur l'axe de la reconversion, parce que finalement, vous pouvez avoir des femmes qui ont un niveau d'études, et puis parce qu'on se rend compte que demain, c'est dans ces métiers-là qu'il va y avoir des recrutements significatifs en nombre. Donc, on va proposer aussi des partenariats de reconversion avec certaines associations ou entités externes. Et puis, l'autre point, c'est la fidélisation. Et aussi accompagner les femmes pour les accès aux postes à responsabilité. Et ce grand programme-là, on a mis notamment en place des partenariats, on a fait un appel à projet avec des associations et des partenaires externes pour pouvoir, sur chacun de ces 4 volets que je vous ai cités, finalement enrôler, engager et mettre en mouvement de manière significative pour progresser sur l'ensemble de ces axes-là. D'accord. Voilà. Et on a aussi, pardon. Oui, non, je voulais juste vous demander, parce qu'il y a ces grands programmes internationaux ou transnationaux qui existent et qui sont à l'échelle de l'entreprise. Vous êtes un groupe important. Combien de salariés aujourd'hui ? Presque 150 000. Voilà. Bon, donc on voit bien que c'est à fort impact potentiel. Oui. Et puis il y a des expérimentations. Vous êtes dans l'innovation, donc j'imagine que c'est votre fibre aussi, d'où vous aimez bien aller tester, peut-être de façon plus chirurgicale, des dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi ? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on peut être innovant aussi dans des domaines qui ne sont pas simplement des domaines scientifiques ou techniques. Oui. On a mis en place, alors nous on n'appelle pas ça un réseau, un vivier d'ambassadrices, mais on a mis en place un vivier qu'on appelle un vivier de femmes rôle modèles dans les métiers techniques. On a lancé l'initiative en avril dernier. On a aujourd'hui plus de 100 femmes donc dans la division en charge de l'innovation qui ont un profil technique, qui ont fait des études techniques et qui exercent dans des métiers techniques et auxquels on a proposé sur la base du volontariat d'intégrer un vivier dont l'objectif est de mettre plus en visibilité les femmes en externe, mais en interne aussi, parce qu'on a des mobilités internes dans le groupe, donc ça peut être intéressant, mais de les mettre plus en visibilité pour finalement montrer aux jeunes femmes qui se posent la question, ou aux parents qui se posent la question de est-ce que c'est vraiment un métier pour ma fille, ou est-ce que c'est vraiment un métier pour moi, pour montrer qu'il y a des métiers qui ont beaucoup de sens, parce que les femmes ont besoin de trouver du sens. Je ne veux pas dire que les hommes n'en ont pas besoin non plus, mais peut-être de manière différente. Et ce sont des métiers qui ont du sens, qui ont un impact sociétal et donc elles vont prendre la parole auprès d'associations qui organisent des forums avec des classes de 3e, de seconde, etc., auxquels sont invités aussi les parents, parce que je pense que c'est très très important. Et puis, le contrepoint de ça, c'est que pour nous, on veut que ce soit quelque chose de gagnant-gagnant pour ces femmes. Donc déjà, on les accompagne à la prise de parole en public pour qu'elles soient à l'aise pour s'exprimer. Ça leur donne confiance, ça leur permet aussi d'être à l'aise en prenant la parole dans une réunion d'équipe, etc. Donc finalement, il y a plusieurs effets qui se coulent. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur et on est très réactif du coup quand la com externe nous dit ben voilà, on a besoin de quelqu'un pour un podcast, pour une prise de parole, qui tu me proposes, et hop, ça permet de pas toujours avoir les mêmes rôles modèles. On n'est pas que sur du top management pour montrer qu'il y a tous les niveaux aussi. Bon, voilà, je pourrais en parler très longtemps et avec enthousiasme, mais non, mais on va en reparler et je crois qu'Anne-Cécile en disait quelques mots tout à l'heure. On va venir vers Martine dans un instant, Martine Assart de l'IMT. Mais j'ai une question un peu pas de côté pour Marc Grosser, parce que cette problématique finalement de métiers genrés, est-ce qu'elle n'existe que sur des métiers dominantes masculines ? Non, vous la retrouvez aussi sur d'autres métiers, que ce soit en RH, en com, mais il y a une toute petite différence, c'est-à-dire que de toute façon, il y a le fait d'avoir des regards croisés, c'est bien dans toutes les fonctions, et je crois que d'avoir des fonctions à dominantes, à des 80% d'un genre par rapport à un autre, c'est pas quelque chose de bien en termes même d'innovation. Quels sont les métiers, Marc, qui sont genrés plutôt féminins ? Les RH et la com, très clairement. Par contre, le point qui est important, et c'est que ça fait quand même une grosse différence, c'est ce qu'on a vu, en tout cas dans la banque, et c'est peut-être aussi un peu la même chose aussi dans les métiers type Orange et tout, c'est qu'en plus c'est doublé du fait que c'est les métiers qui sont statutairement les mieux valorisés, les mieux rémunérés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement
un sujet justement de diversité de points de vue, qui est déjà quelque chose d'important, mais c'est doublé du fait que, en plus, par rapport à la mobilité verticale et par rapport à l'égalité sur la partie statutaire, sur la partie rémunération, ça crée aussi des écarts. Donc en RH et en com, c'est pas les filières sur lesquelles ça se crée le plus. Voilà. Alors c'est anecdotique, mais un petit chiffre en passant. Le webinaire qu'on est en train de faire, je crois qu'il y a à peu près 10% d'hommes inscrits. Vous imaginez un petit peu, je parle des gens qui nous écoutent. Hein, alors, si vous voulez appeler des hommes pour qu'ils se connectent, mesdames, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et l'empowerment des hommes est très important, en fait. On va en parler aussi, c'est effectivement essentiel, je pense que ce sera au moment de la deuxième table ronde. Alors, Martine Assar. Bonjour, Martine. Bonjour. En direct de Strasbourg. Alors, précisément de Célestat même, toujours dans le Bas-Rhin. Bon, très bien, dans le Bas-Rhin, très bien. Alors vous êtes responsable formation, métiers et compétences à l'Institut Mines Télécom et vous êtes aussi responsable de l'Observatoire des métiers, donc un emplacement, une posture idéale pour observer les tendances, les évolutions, les transformations en cours. Alors on est très heureux de vous avoir parce qu'on a déjà évoqué des sujets qui ont dû attirer votre attention, on va dire, puisque finalement, si on parlait bêtement de façon un peu marketing du sujet, on est dans la même chaîne de valeur. Hein, c'est-à-dire que vous êtes dans la partie sourcing, vous représentez l'enseignement supérieur avec votre casquette IMT, mais on l'a déjà évoqué avec Christine, avec Anne-Cécile, on voit bien qu'à un moment donné, il est indispensable que vous travailliez ensemble. Alors, moi j'ai une première question, je vous la pose, c'est le rituel, encore une fois. Qu'est-ce qui vous a marqué un peu dans ce que vous avez lu dans ce rapport ? Alors déjà, moi, c'est le consensus qu'on trouve absolument, pratiquement partout dans tous les secteurs actuellement sur le fait que cette carence de femmes qui sont présentes sur des métiers IT ou des métiers effectivement qui sont, on va dire, typé scientifique, technologique, c'est un vrai problème maintenant qui devient vraiment important pour tous les secteurs et les actions qui sont mises en évidence dans cette étude avec toutes les solutions que le secteur bancaire cherche à développer pour réussir à attirer plus de femmes, c'est finalement ce que je constate un petit peu dans tous les secteurs, que ce soit l'industrie, les services. Bref, il n'y a pas une filière finalement qui ne s'est pas emparée de cette problématique et qui cherche absolument à faire quelque chose pour changer la donne et ne pas être juste sur des constats qui s'empilent d'année en année. Voilà. D'accord. Merci Martine. Alors, comment expliquez-vous, de votre point de vue, de l'endroit où vous vous trouvez, la rareté des profils féminins dans vos écoles ? Alors, effectivement, nous, c'est, si vous voulez, l'IMT comme l'Institut Mines Télécom, comme d'autres, finalement, opérateurs de formation sur les formations d'ingénieurs ou de managers, on fait le constat également depuis quand même pas mal d'années que voilà, les recrutements que nous faisons effectivement année après année, eh bien, sont quand même toujours présentent quand même toujours des faibles taux de présence féminine. Alors nous, il faut savoir effectivement qu'on est aussi dépendant de nos viviers. Et c'est vrai que voilà, nous, c'est aussi un travail que nous souhaitons apporter par rapport effectivement à des actions qui seraient conduites vraiment au plus près de ces viviers-là pour pouvoir avoir des taux meilleurs que ce qu'ils ne sont actuellement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement ? Là, on a des entreprises, de la banque d'ailleurs, mais pas que de la banque. Et puis, j'imagine qu'Orange, vous connaissez bien aussi, à l'IMT. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, hein, d'accord ? À la fois, j'allais dire, à votre échelle, à l'échelle de l'entreprise, mais peut-être aussi, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, bien avant. Et là, j'avais envie de distribuer un petit peu la parole. Alors Martine, vous allez commencer, et puis ensuite on passera la parole à Anne-Cécile. Très bien. Alors nous, concrètement, déjà, en janvier dernier, on a créé un groupe de travail diversité qui rassemble en fait tous les référents égalité, diversité qui sont présents dans nos écoles. On a également donc mandaté pour faire ce travail un cabinet de consultants pour pouvoir vraiment poser un constat clair, chiffré, faire un état des lieux un petit peu de la situation dans nos écoles et ensuite voilà, trouver des actions à conduire. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre
quels sont les freins rencontrés, quelles sont les motivations spécifiques des jeunes filles, leur opinion, qu'elles soient favorables ou défavorables envers ces formations plus scientifiques ou technologiques, et aussi faire évoluer finalement la représentativité des jeunes filles dans nos écoles. Pour ça, on travaille sur tout ce qui est identification des raisons de cette faible attractivité, les facteurs qui peuvent aussi influencer l'orientation ou non des jeunes filles vers ces filières de l'ingénierie, aussi prendre la mesure aussi des perspectives d'orientation, d'évaluation du nombre de jeunes filles qui sont susceptibles finalement d'intégrer nos filières à horizon 2025. Et surtout, comme je vous le disais, c'est aussi de pouvoir identifier tous les leviers d'action pour que nous, on puisse vraiment favoriser cette orientation vers nos métiers, nos formations, et à terme, à court terme, en tout cas vers le mois de mai, juin, on va surtout faire des préconisations, on va aussi définir un plan d'action qui va être destiné donc à augmenter cette part des jeunes filles dans nos écoles. Voilà concrètement un petit peu dans quelle démarche on est. Merci Martine. Alors, je vois que le temps passe très vite, évidemment. On pourrait passer encore très très longtemps sur ce sujet. J'ai envie juste de faire un dernier tour de table très bref avec Anne-Cécile et Christine. Je vous demanderai d'être assez synthétique, s'il vous plaît, et de réagir à ce que vient de dire Martine pour voir ce qu'on peut faire collectivement ensemble, et ce que vous faites d'ailleurs à votre échelle, Anne-Cécile. Effectivement, nous aussi, on a des partenariats externes qui nous permettent de travailler sur l'attractivité des métiers vis-à-vis des jeunes filles. On travaille sur les stages de 3e, on a des stages très structurés pour pouvoir donner envie à des plus jeunes et à des jeunes filles de nous rejoindre, des sensibilisations au coding pour les jeunes filles. Après, moi, je m'interroge quand même parce que on fait tous beaucoup de choses et finalement, on fait peut-être pas assez tous ensemble. Voilà. Et je me demande si de façon massive et plus structurée, on pourrait... parce qu'on est nombreux et puis on a tous un intérêt dans l'histoire, donc d'aller vers les plus jeunes, alors les plus jeunes, les jeunes filles, mais les plus jeunes aussi, pour générer plus d'attractivité, expliquer ce qu'on fait, parce que je pense pas que ce soit les professeurs qui puissent le faire, c'est pas leur métier. Vous donner envie. On est capable d'expliquer et donner envie. Voilà, donner envie, c'est effectivement, ça paraît essentiel. Christine, un mot de conclusion sur ce sujet qu'on pourrait encore une fois poursuivre longuement, mais on vous écoute. Moi, j'ai un chiffre. On s'est rendu compte, il y a eu une étude qui indique qu'une jeune fille à qui on va présenter via un rôle modèle une activité ou un métier dans le domaine technique, elle a 30% de plus de chances de décider de s'orienter vers une filière scientifique. Donc ça, je pense que c'est très important en termes de comment orienter finalement nos actions. Et puis, moi, j'ai envie de prendre la main tendue de mes collègues, de dire faisons ça ensemble, parce qu'on y a toutes et tous intérêt. Et je ne pense pas que ce soit qu'un sujet de performance en entreprise. Je pense que c'est juste un sujet normal de société et que cet équilibre, il faut qu'on y œuvre tous, quoi. Merci beaucoup, merci Anne-Cécile Pinsec, merci Martine Assart. On va passer tout de suite au débrief. Voilà, on se retrouve, Marc, le débrief, exercice de synthèse, de la synthèse. Moi, je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on a un problème de visier, Martine l'a dit, qui commence bien avant justement les écoles. Et donc le vrai sujet, il est à l'école, et notamment qu'on attire plus sur les filières scientifiques, les jeunes filles, et donc on leur explique de manière beaucoup plus concrète le sens, ça a été dit par Christine, du métier, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, sur la représentation, et donc que ce soit des professionnels, et ça a été aussi dit par Anne-Cécile, qui viennent expliquer les métiers, à quoi ils servent, comment ça contribue plus largement, je pense que c'est essentiel, parce que ça reste sinon de manière extrêmement abstraite. Et ayons quand même aussi en tête une chose, c'est qu'on a majoritairement, dans les filières scientifiques, pour des métiers de médecins, pour des métiers de pharmaciens, énormément de jeunes filles. Donc ce n'est pas un problème uniquement le fait scientifique. C'est à quoi sert le métier, à quoi il contribue, quel est son rôle social, à quoi il sert. Et ça, je pense que si on ne joue pas là-dessus, et si tout le monde va voir les écoles au niveau de la 3e, avec des stages très concrets d'explication, là, je pense que ça pourra bouger.
et de bons rôles modèles. Et des rôles modèles et des gens qui en parlent avec de la vraie passion vie. et qui sont passés par là, je pense Ok. que ça changera. Merci Marc, merci Christine, on se retrouve dans un instant. On va passer aux questions-réponses immédiatement. Allez, je vais prendre juste une question, je suis désolé, on est très en retard. Alors, on y a un peu répondu, donc je vais prendre la deuxième. Même dans les métiers féminisés, les femmes ont mis longtemps à être nommées à leur tête et présentées au COMEX. Cela commence seulement à être enfin assumé. Pourquoi ne pas systématiser des femmes au COMEX dans ces fonctions avec des rémunérations conséquentes? Christine, un mot. Moi, j'ai envie de répondre que c'est une actualité brûlante chez nous, puisque le 4 avril, nous allons accueillir Christelle Edman à la tête de notre entreprise. Donc, je pense que c'est déjà un très beau signal. Voilà. Oui. Merci d'avoir fait court. Allez, on se retrouve tout de suite pour le deuxième plateau, Parcours Pro au féminin. Voilà, on se retrouve à nouveau sur ce plateau, sur notre nouvelle thématique Parcours Pro au féminin. Et j'accueille Caroline Courtin de la BNP Paribas. Bonjour. Mais également à distance, Feriel Touil de LCL. Et également à distance, Sébastien Granvaux de LCL. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Alors, dans cette table ronde, on va essayer de s'intéresser un peu plus précisément à ce que mettent en œuvre les entreprises pour justement accompagner les femmes, accompagner leur développement, accompagner leur carrière. Alors on s'intéressera évidemment en particulier aux périodes de parentalité, mais également à l'évolution des carrières, à l'entraide, au réseau de femmes, notamment avec Feriel tout à l'heure. J'ai envie de commencer donc avec Caroline Courtin. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous avez une carrière très internationale à la BNP, BNP Paribas, puisque vous êtes passé par New York, Londres, un peu de Paris aussi, et je crois que depuis 2006, vous occupez des fonctions RH avec la responsabilité diversité, égalité, inclusion. C'est bien ça? Depuis 2018. Depuis 2018, pardon. Nous avons donc un plateau plutôt RH ici en studio, et à distance, on est plutôt sur des métiers terrain, le réseau, et donc des métiers. On va avoir un dialogue intéressant entre ce que les RH peut-être préparent, les programmes qui sont proposés, et puis la façon dont ils sont appliqués ou reçus côté terrain. Alors, Caroline Courtin, même chose, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette grande enquête, étude? Alors, ce qui est intéressant dans l'enquête, c'est que c'est une photo à un moment donné, mais dans la façon dont elle a été présentée aussi ce matin par Stéphanie Fouache, on voit bien que c'est un chemin qui a une dynamique. Et en fait, moi, ce que je retiens, c'est l'accélération. Elle a dit, voilà, on voit bien qu'on est à un moment charnière. Donc, c'est l'accélération des progrès en matière de diversité et d'inclusion et en matière d'égalité professionnelle. Pour vous donner deux exemples très concrets, nous avons aujourd'hui, 6 femmes au COMEX de BNP Paribas, dont 4 sont sur des métiers et 2 sont sur des fonctions. Donc on voit bien que cette accélération, elle est là, elle est bien présente, elle était notée ce matin. Et c'est ça que je retiens moi. C'est ce que je constate au quotidien dans mon rôle, c'est qu'il n'y a pas finalement un mois qui se passe sans que le DG de l'entreprise, que j'échange avec le DG de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonafé, sur les sujets de diversité et d'inclusion. C'est des sujets sur lesquels on travaille avec le conseil d'administration plusieurs fois par an. Donc c'est des sujets qui sont portés très haut et avec énormément d'intérêt. Et de plus en plus par des hommes, et ça on en reparlera peut-être aussi. D'accord, ce sont des sujets qui sont devenus stratégiques en fait pour l'entreprise. Oui, d'ailleurs c'est un des 3 piliers de notre stratégie 2025, c'est le sujet de l'inclusion et de la diversité, que ce soit d'ailleurs au niveau de nos collaborateurs, voilà, vous l'avez signalé RH, mais aussi vis-à-vis de nos clients et de l'ensemble de nos parties prenantes. Alors Caroline Courtin, vous avez, à la fin de l'année 2020, si
signé des accords chez BNP Paribas. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer un peu ce qui évolue, quelles sont les transformations en cours ? Alors, effectivement, on a signé un accord sur la diversité et l'inclusion. On en a deux. On en a un sur le handicap et un sur la diversité et l'inclusion. C'est le 5e accord. Donc, voilà, il n'est pas nouveau. C'est le 5e accord. C'est un accord qui est important parce que, on l'a dit aussi, le cadre permet de fixer du concret. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet accord ? On va retrouver des éléments en matière de formation. On va retrouver des éléments en matière d'égalité de rémunération, des éléments sur la promotion. Et c'est aussi un accord qui permet de travailler sur des éléments plus de contexte, dont on a parlé aussi ce matin dans la première table ronde, qui est le sujet de la parentalité, oui. Mais qui est le sujet, par exemple, du sexisme et le sujet des violences. Donc ça fait partie aussi des éléments forts de cet accord. Et dans tous nos accords, on a des objectifs. Donc on va avoir des objectifs par niveau de classification, on va avoir des objectifs par type de poste, et enfin des objectifs de représentation des femmes par type de poste. Et puis on va avoir des indicateurs. Donc, on parlait de KPI aussi dans ce qui est nouveau dans cette étude de l'OMB. On voit aussi donc, ces indicateurs et on est de plus en plus transparent vis-à-vis de nos partenaires sociaux sur les progrès et sur l'impact des actions que l'on a en matière de diversité et d'inclusion. Alors, Caroline Courtin, qu'est-ce qui, selon vous et selon votre expérience, caractérise les parcours pro au féminin ? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Alors, je dirais que la seule vraie différence entre les femmes et les hommes, en théorie, c'est la grossesse, puisqu'il n'y a que les femmes qui vont avoir, à un moment dans leur parcours professionnel, une grossesse. Après, on se rend compte que dans les parcours professionnels féminins, par rapport au masculin, eh bien, on se rend compte que la parentalité, elle pèse quand même beaucoup plus encore sur les femmes que sur les hommes. Et quand je parle de la parentalité, je parle de la parentalité à 360. Il y a des études qui le montrent, et c'est le cas aussi chez BNP Paribas, que 80% des aidants sont des aidantes. Que lorsque il y a du temps partiel à prendre, eh bien, c'est principalement les femmes qui le prennent. Je pense beaucoup plus facile pour un homme de partir plus tôt du travail s'il doit s'entraîner pour une compétition sportive que pour aller chercher ses enfants. Donc on voit que les parcours féminins, masculins restent, le poids de la parentalité reste important. Après, dans les parcours au féminin, nous on est extrêmement attentifs à ce que les compétences soient aussi bien distribuées chez les hommes que chez les femmes, et surtout que la formation et que l'accompagnement par des programmes puissent permettre à des femmes d'accélérer à des moments spécifiques de leur carrière pour pouvoir progresser dans l'organisation. Alors, en préparant un peu ce webinaire ensemble, vous avez évoqué un sujet qui me semblait aussi intéressant, et on reviendra vers Sébastien dans un instant, Sébastien Granvaux. Mais en termes de posture des femmes au moment d'afficher ses compétences, de négocier son salaire, de demander une promotion, est-ce vous voyez des différences aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mise en retrait, de modestie du côté féminin ? Alors, j'aime pas dire les femmes ceci ou les hommes cela, parce que les femmes ne sont pas toutes identiques et les hommes non plus. Ce qui est intéressant, nous on a on a mis en place en 2018, je vais vous donner 2 exemples internes. On a mis en place en 2018 une sorte de LinkedIn interne qui permet à chacun de déclarer ses compétences et en déclarant ses compétences, d'accéder à des offres de poste dans la mobilité. Eh bien, quand on a mis en place ce système qui est très large, parce qu'on a plus de 2 millions de compétences qui ont été déclarées par nos collaborateurs, donc c'est très vaste, on s'est aperçu assez vite que partout dans le monde, quels que soient les métiers, les femmes déclaraient en moyenne moins de compétences que les hommes. Et que les femmes, en moyenne, donc on a des niveaux débutants, intermédiaires, maîtrisés, experts, se déclaraient en moyenne moins expertes que les hommes. Donc on a mis en place des ateliers pour qu'elles puissent remonter le niveau de compétences, parce qu'en moyenne, elles en déclaraient moins.
On a mis en place aussi une formation qui s'appelle la Digital Data Academy, qui est une formation sur les métiers du numérique, dont on sait qu'ils sont surreprésentés par les hommes. Les premières promos, donc c'est à peu près, aujourd'hui on a à peu près 3500 collaborateurs et collaboratrices qui sont passés par cette école de formation. Les premières promos avaient 26% de femmes, c'est-à-dire que sans rien faire, on avait 26% de femmes, 75% d'hommes, 74%. On est aujourd'hui monté à 43%, mais ça demande finalement d'aller chercher les femmes une fois qu'elles le font. Voilà, on a énormément de femmes qui réussissent très bien en cybersécurité. Voilà, donc c'est des métiers très techniques, c'est des métiers sur lesquels les banques embauchent. Et en fait, on voit que quand on va chercher les femmes, elles sont là, elles répondent présentes, mais que naturellement, elles n'y vont pas forcément, ou que naturellement, en moyenne, elles déclarent moins de compétences. Il y a une étude, je trouve, qui est extrêmement intéressante, qui est une étude d'Harvard et de Stanford. Alors, ce n'est pas une étude nouvelle, mais qui montre quand même que ce sujet de, finalement, même de la négociation de salaire, n'est pas un sujet uniquement des compétences des femmes, mais plutôt de l'environnement qu'elles trouvent au moment où elles négocient leur salaire. Donc, Stanford et Harvard avaient fait une étude où ils avaient mis des femmes, des jeunes étudiantes en situation d'être embauchées pour leur premier poste, dans 3 situations différentes. Soit elles ne négociaient pas leur salaire, soit elles négociaient si elles avaient envie, soit on les forçait à négocier leur salaire. Eh bien, ce que cette étude a montré, c'est que les salaires les plus hauts qu'elles pouvaient occuper, c'est quand qu'elles pouvaient obtenir, c'est quand elles ne négociaient pas. Quand elles essayaient de négocier, elles avaient moins 9%, et quand on les forçait à négocier, elles avaient plus de 30%, moins 33% de salaire par rapport au salaire qu'elles pouvaient obtenir sans négocier. Et en fait, ce que dit cette étude de Stanford, c'est pas tant que les femmes n'ont pas une compétence à la négociation, c'est qu'en fait, elles sont assez conscientes que quand elles négocient, eh bien, elles vont avoir plus de risques d'avoir un salaire moins élevé, et qu'en fait, ce n'est pas tant une question de compétence ou de capacité, c'est plus une question d'aversion de l'environnement vis-à-vis de femmes qui seraient trop demandeuses pour leur salaire. Et donc, c'est aussi ça que l'on doit travailler en entreprise, c'est cet environnement pour permettre à des femmes d'accéder à tout type de poste. Alors, ce serait intéressant éventuellement qu'on puisse la partager, d'ailleurs, cette Bien étude, sûr. Si vous pouvez nous envoyer le lien, on le mettra sur le site de l'Observatoire. Merci Caroline. Alors, j'avais envie de passer la parole à Sébastien. Sébastien Granvaux, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, j'ai l'impression que Sébastien... Oui, très bien, bonjour à tous. Bonjour. Alors vous avez un passé bancaire assez riche, Crédit Mutuel, Bred, avant de rejoindre le LCL. Vous avez été directeur de centre d'affaires, directeur régional. Bon, on peut dire que vous avez une bonne maîtrise, une bonne connaissance du réseau, des agences, des managers. Vous êtes un homme aussi, pardon, je le dis, mais il n'y a pas beaucoup de messieurs qui ont répondu présent à nos invitations, donc merci d'être avec nous. Et vous êtes aujourd'hui directeur de la distribution et de l'organisation des réseaux de LCL. Alors, j'ai envie de vous demander, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Caroline Courtin, vous avez quelques années d'expérience, vous avez managé des managers, des directeurs d'agences, entre autres, donc des hommes et des femmes. Quelle est votre expérience, justement, sans parler forcément de négociation, mais de posture vis-à-vis d'évolution de carrière, on va dire, d'une manière générale ? Bonjour à tous et à toutes. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que effectivement, on a un taux de féminisation dans la banque qui est assez élevé. Moi, je pense que je pense qu'il faut libérer les expressions et donner sa chance à tout le monde. Moi, personnellement, je pense que j'ai vécu autant de beaux succès de femmes que d'hommes sur des postes à responsabilité, et puis des situations plus difficiles aussi dans les deux cas. L'expérience sur la partie réseau retail, c'est que la mixité, la diversité contribue, je pense, très fortement au collectif, à avoir des approches différenciantes, à faire monter en compétence les collaborateurs, et plutôt source de valeur ajoutée. D'accord. Alors, je disais, vous avez
eu des managers vous avez été manager de manager, vous l'êtes toujours. Est-ce que vous considérez que les parcours au sein de LCL, les parcours et les progressions des hommes et des femmes sont très différents? Est-ce que vous observez des domaines de compétences, des postures différentes? Qu'en est-il chez LCL dans vos missions, très concrètement, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un retour un peu de ce que vous vivez sur le terrain. Oui, alors, c'est vrai qu'on l'a dit, il y a de nombreux dispositifs qui ont été mis en place. Après, quand on regarde le rapport, effectivement, on voit qu'il y a toujours des disparités, des écarts. Après, je pense que c'est aussi la façon de le vivre au quotidien. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas tellement arc-bouté sur des principes, je suis plus sur la façon de le mettre en œuvre au quotidien. Et je pense que si on est dans une logique d'équité, quand on parle de diversité, que ce soit la mixité, le handicap, les origines, beaucoup de choses, je pense que on est sur une ouverture qui fait que les choses se font naturellement, en fait. Moi, j'ai du mal un petit peu quand on stigmatise trop sur la position de la femme, je trouve que c'est presque un moment peut-être dévalorisant. Ça peut stigmatiser certaines situations. Et quand on dit, il faut être dans le coaching des femmes pour valoriser les compétences, ça, je pense que c'est très bien et ça, on doit le faire. Quand on a un de ses collaborateurs qui postule sur un poste à l'extérieur, que ce soit une femme ou un homme, je pense qu'il faut l'accompagner pour qu'il soit musclé, robuste, qu'il puisse mettre en avant ses compétences. Mais peut-être qu'il faut aussi qu'on coach des managers d'hommes et de femmes à être plus ouverts sur certains sujets pour qu'on puisse diffuser, je dirais, cette mixité plus naturellement, en fait. Parce que je pense que si on est juste et équitable dans cette démarche, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à avancer un petit peu plus vite sur ces thématiques. Et est-ce que culturellement vos managers globalement ont évolué? Est-ce que vous sentez toujours le poids des stéréotypes de genre? Oui, je sais pas. On le sent, mais moi je pense qu'il y a vraiment la place pour tout le monde. Je pense que c'est après on a quand même des unités, des métiers qui sont plus typés sur certains profils, mais on a aussi l'expérience de femmes qui ont pris des postes sur des métiers genrés historiquement tenus par des hommes qui sont pleines de réussite. Donc si on veut alimenter le débat, si on veut en parler, on a beaucoup de réponses positives pour faire évoluer les choses. Donc il y a sans doute encore des blocages, mais la réalité nous prouve que la mise en situation, moi je trouve que la mise en situation des femmes les libère aussi, les muscles les font se développer et leur font prendre une place totalement différente. Moi, je sais que je me suis toujours attaché en tant que directeur régional à avoir des comités de direction avec des directeurs de groupes d'agences qui soient en nombre équilibré. Aujourd'hui, j'ai 4 managers, j'ai 2 hommes et 2 femmes. Et honnêtement, c'est peut-être égoïste, mais moi, je trouve que ça me nourrit dans mon comité, dans mes actions, dans les interactions, dans la façon dont chacun apporte ses sensibilités, son tempérament, ses valeurs qui sont on a en tant qu'homme, on a des valeurs différentes, en tant que femme aussi sur certains domaines. Et moi, je trouve que c'est un véritable équilibre qui ne demande qu'à être encore plus mis en avant. Merci Sébastien. On va demander une réaction en plateau dans un instant, mais je voudrais passer aussi la parole à Feriel. Feriel Twil, donc vous êtes responsable territorial immobilier, logistique, sécurité, région Ouest, LCL. Il faut un peu de place sur la carte de visite pour placer tout ça. Alors, vous connaissez bien la distribution et les réseaux bancaires, plus de 10 ans dans le secteur. Vous avez occupé des postes de conseiller, de manager, dans des fonctions support et opérationnelles. Une vision aussi, là, je pense, très terrain. Alors, vous avez participé activement à la création d'un réseau féminin. Un réseau qui s'appelle LCLs, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quoi ce réseau? À quoi sert-il? Comment on le rejoint? Alors donc effectivement, c'est un réseau qui, les premières réflexions ont commencé en 2017 au sein de LCL. Le réseau de mixité a vu le jour sous l'impulsion de collaboratrices et de collaborateurs. Donc ce réseau aujourd'hui compte 400 membres, hommes
et femmes. On l'a voulu dès le départ ouvert à tous les collaborateurs de l'entreprise. Partiellement aujourd'hui, effectivement, on a 80% d'adhérents femmes et 20% d'adhérents hommes. On fait beaucoup d'actions de sensibilisation, d'ateliers de développement, de leadership au sein de l'entreprise. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le réseau de mixité qui lui-même fait partie du cercle potentiel qui regroupe les différents réseaux de mixité du groupe Crédit Agricole et qui lui-même adhère au réseau financier. Voilà pour partie sur ce réseau-là. Et comment ce réseau contribue-t-il finalement à accompagner le développement des parcours féminins LCL Crédit Agricole? En fait, quelles actions concrètes vous voyez, enfin, qu'est-ce qui est mis en place? Si vous pouvez nous en parler un peu de façon très... Oui, tout à fait. On met en place des ateliers de développement personnel, des conférences, vraiment des déjeuners. L'histoire est aussi de pouvoir amplifier son réseau, rencontrer des personnes de tout azimut, quelle que soit leur position, que ce soit à la fois géographique, parce qu'on a aussi, au-delà de la région parisienne, les 9 territoires représentés, et puis aussi mettre en place des rencontres avec des membres de notre comité de direction pour pouvoir justement promouvoir et puis mettre les femmes et les hommes, parce qu'on a aussi des hommes, on insiste sur cet aspect-là, et puis qu'ils puissent se mettre en avant sur des aspects de leur vie au quotidien. Et Feriel, les hommes étaient présents dès la création du réseau? Ça a été compliqué. Je dois vous dire que... Dites-nous un peu ce qui a été compliqué. Très compliqué. Oui, ça a été compliqué. Parlez-nous du off un peu. Et puis on se rend compte que finalement les premiers hommes qui nous ont rejoints, ce sont les cadres supérieurs, plutôt profil cadre pour le coup. Donc là ça commence un peu, on fait du buzz, on va à différents comités, mais c'est vrai que la population d'hommes qui nous a rejoints a été beaucoup plus sur des cadres supérieurs. Là, ça commence un peu à se démocratiser, mais pour le coup, par rapport aux femmes, on a des techniciens, des cadres, enfin, la population est très riche, mais c'est vrai que sur la population masculine, c'est en train de changer, c'est ça qui est très positif, c'est que les mentalités changent, et puis le fait qu'il y ait beaucoup de communication, on en parle, on brise beaucoup de tabous, on ose plus, j'ai envie de vous dire. Moi, mon expérience personnelle fait que quand j'ai rejoint la création de ce réseau, c'était un challenge, c'est des collaboratrices investies qui le font en parallèle de leur vie au quotidien. Ça donne confiance et ça permet aussi de pouvoir échanger plus librement et surtout oser, si je retiens, et puis faire des rencontres mais qu'on n'aurait jamais pu faire et qu'on se rend compte de la richesse des profils, de la diversité qui peut être mise en avant dans ces cercles qui sont pour le coup indépendants. Enfin, je considère indépendants parce qu'ils œuvrent pour la performance de l'entreprise, mais tout en étant complètement indépendants à part de la politique RH, même si à noter les formidables évolutions. Moi, je veux apporter vraiment un message positif parce qu'on a encore des progrès à faire. Mais mon Dieu, quelle évolution, quelle belle évolution a été conduite de la part à la fois du législatif, mais par les politiques RH de nos entreprises. C'est vrai que l'industrie et les services, on n'a pas aussi le même degré de maturité, j'ai envie de vous dire, mais on sent qu'aujourd'hui tout est mis, tout est là pour qu'on puisse avancer encore plus loin et ensemble sur ces sujets qui ne sont que richesse et performance. Très bien. Écoutez, je crois qu'il faudra que vous invitiez Sébastien, parce qu'il me semble qu'il a eu une mauvaise expérience, il nous en parlait l'autre jour, de ces réseaux tout au début. Donc, vous êtes combien dans ce réseau de femmes aujourd'hui ? Nous sommes quasiment 400. 400. Bon, très bien. Écoutez, j'espère qu'on aura fait un peu de promotion du réseau LCL aujourd'hui. Vous aurez plus de membres dès demain. Merci. Alors, Christine Amoureux, on parle de réseau, on parle de vivier. Où en êtes-vous de votre côté, Orange Innovation, puis Orange en général ? Alors, nous avons eu, mais je vais peut-être être un petit peu provocante, nous avons eu par le passé aussi beaucoup d'initiatives pour permettre la mise en place de réseaux qui avaient la même problématique que ce qui était partagé, c'est la dimension de la mixité dans le réseau. C'est important et intéressant de permettre des espaces, avec ce mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, de sororité, oui, où les femmes vont pouvoir peut-être poser des choses qui sont un peu complexes entre elles. Des réseaux mixtes ou des réseaux...
Alors, en l'occurrence, en général, c'est plutôt entre femmes, même si les réseaux sont mixtes, vous allez avoir des moments où elles vont se retrouver, elles seront entre elles. Nous, on a pas mal questionné récemment l'efficacité, et j'allais dire presque le ROI des réseaux, de ce type de réseau. Pourquoi ? Parce que c'est de l'énergie, c'est de l'investissement à la fois numéraire et en temps, pour un résultat qu'on peut peut-être atteindre différemment. Je ne veux pas tirer à boulet rouge sur les réseaux. On connaît la force des réseaux aussi externes, type Eve, etc. Il y a beaucoup d'initiatives. Oui, je suis une femme de réseau. Mais je pense que là, aujourd'hui, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a plutôt développé ou redéveloppé ces réseaux en les faisant évoluer sur des programmes, plutôt des programmes de développement, des programmes de mentoring qui sont propres à chacune de nos divisions. Je peux parler par exemple de ceux que nous avons dans la division Orange Innovation, où on s'est dit, ce qui est important, c'est l'impact. Et donc là, on lance très très prochainement un réseau qu'on appelle Women in Tech, WeTech, et qui va consister à permettre à 14 femmes, on est sur une première petite session, mais ce qui serait intéressant, c'est de suivre ce qu'elles vont devenir ensuite. L'expérimentation. Exactement. On l'évoquait tout à l'heure. On va permettre à des femmes qui exercent dans les métiers techniques aujourd'hui d'être accompagnées, de se former. Il y aura différents temps possibles entre des conférences, des échanges, du coaching. On va s'appuyer sur une plateforme externe pour leur proposer de travailler sur 2-3 domaines importants qui comptent pour elles. Ce sera individualisé. Et l'idée, c'est ensuite que ça serve de booster de carrière pour ensuite occuper des métiers critiques ou engageants dans le domaine technique. Bon, voilà. C'est une expérimentation, mais le sujet, ça va être surtout comme je disais, suivre quel impact ça va avoir, tant pour elles-mêmes concernant leurs ambitions, leur envie de se présenter, de présenter leurs compétences et d'accéder à un certain nombre de postes, mais aussi dans le rayonnement que ça va avoir et dans la manière dont ça va être reçu par l'écosystème qui est celui qui va évaluer, promouvoir, recruter, donc au niveau des RH et des managers qui sont les décisionnaires finaux, par exemple. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer au débrief et je vous demande de rester puisqu'on va avoir des questions ensuite. Idem, Sébastien et Feriel, si vous voulez bien rester avec nous, on va avoir des questions dans un instant, mais on va passer tout de suite au débrief. Voilà, Stéphanie Fouache nous a rejoint pour la session débrief. Exercice de synthèse de ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses encore à évoquer. Écoutez, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on reboucle un peu avec l'introduction, c'est-à-dire qu'on a un moment concernant l'égalité professionnelle qui est un peu charnière, et on se rend compte qu'il y a à la fois des initiatives qui sont totalement à la main des banques, et donc tout ce qui est compétences, Christine l'a évoqué tout à l'heure, postes critiques, l'accès des femmes, compétences, tout le travail que Caroline a rappelé du fait que les femmes limitent un peu le nombre de compétences et le niveau, etc. Donc il y a des actions qui sont totalement à la main des banques, et puis il y a des actions, on le voit bien que ce soit sur la première ou la deuxième table ronde, qui sont des actions qu'il va falloir mener en partenariat avec les écoles, avec l'enseignement supérieur, mais aussi avec la société, puisqu'on est sur une approche plus large, et on se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin en fait des hommes pour faire évoluer ce sujet de l'égalité professionnelle. On l'avait pris avec les femmes exclusivement ou essentiellement au départ, et on se rend bien compte que à la fois dans le partage de la parentalité, à la fois dans le partage des tâches domestiques, il
Il y a beaucoup de gens qui disent que tant qu'on n'aura pas une égalité à la maison, il n'y aura pas d'égalité au bureau. Donc, il faut peut-être qu'on s'inspire aussi du modèle scandinave. Alors, sur le congé paternité, les banques peuvent avoir la main, et puis la législation aussi. Mais quand on voit qu'en Suède, il y a 480 jours pour le congé paternité, dont 90 jours pour les hommes, et que s'ils ne les prennent pas, c'est perdu. Donc, il y a une façon d'inciter aussi les hommes à prendre des congés paternité, ou tout simplement les payer à 100%. Donc voilà, on voit aujourd'hui que pour aller plus loin, il va falloir vraiment faire un effort, je dirais, collectif, même si les banques ont à leur main aujourd'hui des actions qu'on peut encore pousser. Merci beaucoup Stéphanie pour cet exercice pas facile de débrief. On se retrouve dans un instant avec les questions du public. Alors, on prend une première question. Les nouvelles générations vont-elles jouer un rôle d'accélérateur pour les évolutions des femmes ? Alors Christine. Je crois qu'il y a deux manières de répondre à cette question-là. Il y a les nouvelles générations au sens qui sont à la fois très acteurs et impliqués du fait des réseaux sociaux et de la résonance de tous les phénomènes dont on parle aujourd'hui, et qui vont être militants positivement sur ces sujets-là. Et puis, il y a ces nouvelles générations individuellement qui rencontrent les mêmes difficultés, je crois, que celles qu'on est en train de partager sur ce plateau. Et finalement, il faut aussi qu'on soit très vigilant à les accompagner sur ces sujets. Et puis... mais moi, je reste convaincue que dans nos sphères personnelles, alors qu'on soit parents, ou oncles, ou tantes, etc., c'est très intéressant d'engager ce dialogue avec les nouvelles générations. Les entreprises le font quand elles font les stages de 3e, quand elles accueillent des alternants, puisqu'on a des programmes très importants, je pense, comme dans la banque. Et on est challengé pour pouvoir voir comment ils abordent ces sujets-là. Nous, par exemple, chez Orange Innovation, les alternants et stagiaires se sont auto-créés une communauté qui s'appelle les Newbies, et dans cette communauté, à leur propre initiative, ils viennent nous chercher, experts de tel et tel domaine, pour venir leur parler et venir nous questionner sur mais dites donc, vous ne trouvez pas que en termes de mixité, il y a un sujet, etc. Et donc moi, je suis passée sur le grill, et ils viennent nous chercher. Et je pense que ce qui est important, c'est mettre en place ce dialogue avec ces générations-là. Merci. Alors, Caroline, peut-être une réaction également. Ouais. C'est un sujet sociétal, on l'a vu, qui dépasse l'entreprise. Mais est-ce que c'est une question générationnelle ? Alors, toute génération bouscule forcément en partie les générations précédentes. C'est le cas de la nouvelle, mais ça a été le cas des générations précédentes. On voit quand même qu'aujourd'hui, on a un sujet énorme en matière de genrisation des compétences, notamment à l'école, de genrisation des filières. Là, il y a eu un certain nombre d'études qui sont sorties les mois derniers, notamment sur les réformes du bac, qui montrent que les jeunes, il y a vraiment un déséquilibre majeur qui se creuse, et peut-être avec des générations de jeunes femmes aujourd'hui qui ont un peu moins en tête les luttes féministes que les générations précédentes, et qui peut-être voient moins, avec un peu moins de bagarre, ces sujets-là. Donc on a des choses qu'apporte cette génération, qui est une génération finalement où la parentalité est peut-être vue de manière un peu plus partagée. On a évidemment des jeunes qui sont beaucoup plus en contact, mais on a quand même un sujet des femmes vers le care, des femmes vers les études de lettres, des femmes vers les études de psychologie, et beaucoup moins des femmes vers les maths, l'informatique, voilà. Donc on a, je pense, à être extrêmement attentif et à ne pas partir d'un sentiment que de toute façon les générations vont sauver le sujet. Les nouvelles générations, on doit vraiment sur tous ces sujets, je pense, être extrêmement actif. Partir d'un présupposé que la génération qui vient va nous résoudre les problèmes d'un coup de baguette magique, je pense, et n'est pas forcément très réaliste.
Merci beaucoup à tous pour cette deuxième table ronde. On est très en retard, donc vous pourrez retrouver l'ensemble de ces vidéos dans le replay, bien sûr. Mais nous n'avons pas tout à fait fini, et donc on va retrouver dans un instant Maya Attig pour la conclusion. Voilà, pour cette conclusion, nous avons le plaisir d'accueillir Maya Attig. Bonjour. Maya Attig, bonjour. Alors, vous avez la double casquette, directrice générale de l'AFB et de la FBF, comme il se doit. Absolument. C'est ça. Alors, Maya Attig, un petit peu cette question qui a été récurrente, mais vous avez lu ce rapport. Qu'en avez-vous pensé? Et puis, qu'est-ce que vous retenez en particulier? Alors, je retiens d'abord que c'est la première étude aussi vaste depuis 2006. C'est considérable. 15 ans, 16 ans, c'est une demi-génération. C'est énorme, ça permet de mesurer des choses sur le long terme. La dernière étude, elle avait été menée pas de la même manière. Cette fois-ci, on l'a fait de façon paritaire, même si les partenaires sociaux n'ont pas pu se joindre ce matin. Mais en tout cas, c'est une étude qui couvre beaucoup d'aspects, qui est très large, qui donne une vraie vision. Et ce qu'elle montre, c'est qu'on a progressé. Et elle montre aussi ce sur quoi il y a encore des efforts à faire. Et des efforts à tous les niveaux. Les points sur lesquels il y a des efforts à faire, c'est sur les métiers de l'informatique, les métiers très utilisateurs d'IT de manière générale, et puis les métiers de cœur de marché, de front office. Et ces efforts, ce que je retiens de la lecture du rapport finalement, c'est que c'est important pour réussir de faire des efforts à tous les niveaux. Je vais citer 3 niveaux. La volonté. Et je crois que ce que montre le rapport, c'est que la volonté, elle est là. La volonté des femmes d'accéder à toutes les fonctions, la volonté des dirigeants de leur faire toute leur place. Le deuxième élément, c'est celui des cultures d'entreprise. Ça, c'est le plus compliqué. Mais on a vu beaucoup d'exemples où on voit que ça évolue. Ça évolue positivement, la société le veut, les jeunes recrutés le veulent, les cultures, ça peut évoluer assez vite. Beaucoup d'initiatives, beaucoup d'exemples, beaucoup de volontarisme. Absolument, on le sent. absolument, oui. Je crois que c'est de l'intérêt de tout le monde. Le troisième élément, c'est la formation. Et en réalité, la formation initiale, aujourd'hui, c'est l'élément le plus bloquant. On l'a évoqué en toute fin, c'est vraiment l'élément le plus bloquant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que là, la place des femmes dans les métiers qui mènent à ces fonctions de marché ou ces fonctions avec un fort contenu technologique, là, la part des femmes plafonne. Et si ça plafonne à l'école, ça pourra très difficilement augmenter à l'avenir. Donc c'est là-dessus, je crois, que c'est toute la société et tous les acteurs qui doivent faire un effort. D'accord, alors vous avez abordé la représentativité des femmes dans les filières scientifiques. Est-ce qu'il vous semble qu'il y ait d'autres leviers qui pourraient paraître intéressants, comme, alors on a évoqué les réseaux, les viviers, le mentorat, il y a d'autres leviers? Alors, pour moi, ces leviers, effectivement, de réseau, de mentorat sont très importants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a constaté que finalement le monde masculin vivait comme ça depuis très longtemps, de façon informelle d'ailleurs. Et je dois dire plus informelle en France qu'en Angleterre. En France, il y a peu de clubs réellement constitués. Au moins au Royaume-Uni, vous avez le Men's Club qui fonctionne comme ci, comme ça. Bon, je crois que dans nos sociétés, ça fonctionne. Et finalement, se dire que ce sont des mécanismes utiles, mais utiles à tous et à toutes, qui permettent à la fois de progresser, de s'appuyer sur de multiples exemples. Pour moi, l'utilité de ces réseaux, c'est vraiment de montrer plusieurs exemples de formes de réussite au féminin, de formes d'échec aussi, de difficultés, de pouvoir partager, de pouvoir aussi parler en confiance. Parfois, je pourrais appeler ça pouvoir finalement avoir des exutoires. Se livrer un peu. Se livrer, se défouler parfois, et puis quand même trouver des voies de sortie. Je crois que ça, c'est absolument indispensable. Ça, c'est des leviers importants. Il y a un autre levier qui est celui de nos clients. Puisque les banquiers, ils ont tous les Français, toutes les entreprises, toutes les formes d'entreprises, de collectivités locales aussi, comme clients. Et avoir un banquier à son image, c'est sans doute important pour beaucoup de clients. Alors, c'est vrai que parmi les chefs d'entreprise ou directeurs financiers, il peut aussi y avoir beaucoup d'hommes, mais je crois qu'au fond, chacun est content de trouver dans son banquier une diversité de profils qui lui permet de dire qu'il y a cette forme de cohésion avec le banquier. Il y a un côté exemplarité sans doute aussi. Absolument. Pour représenter la banque, d'accord. Alors, il reste des freins. Oui. On l'a vu, on l'a beaucoup évoqué aujourd'hui.
d'après vous, quels sont les plus résistants, si on peut dire? Il y en a beaucoup qui sont résistants. Alors, les freins sociétaux, ils nécessitent les efforts de tous et ils prennent longtemps. Alors cette étude qui va sur 15 ans, elle montre qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué positivement. Je crois que sur ces freins sociétaux, il y a beaucoup de choses qui se font de manière très concrète. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien oui, quand le rôle des pères et des mères tendent à davantage s'aligner, que le partage des tâches, tout simplement, je dirais d'une certaine manière, vous avez des familles séparées, beaucoup de personnes qui sont en garde partagée, d'une certaine manière, ça contribue aussi à ce que chacun se sente impliqué dans des évolutions sur la répartition du temps de travail avec la vie personnelle qui soit plus équilibrée pour tous. Alors d'une certaine manière, je dirais, ce phénomène familial joue aussi sur l'entreprise pour les hommes comme pour les femmes. Ça fait aussi bouger la société. Sur les questions d'éducation, d'études scientifiques, on en a parlé. Je crois que c'est vraiment une vigilance de tous les instants. Et puis aussi que les jeunes filles, les jeunes femmes se disent que ce substrat scientifique, il servira pour tout. On a parlé tout à l'heure d'une préférence pour la psychologie ou pour des études de sciences humaines, d'économie. Mais pour la psycho, pour l'éco, on a besoin d'avoir un minimum de substrat scientifique. Quand on a un niveau de terminale ou de première, de bon niveau scientifique, je crois qu'on peut faire ensuite dans sa vie professionnelle beaucoup de sauts. Et pourquoi pas des psychologues qui deviennent codeuses, des recruteuses qui deviennent des spécialistes du digital. Je crois que c'est vraiment des choses importantes. Et puis, ce qu'on voit avec tous les experts, tous les consultants, c'est qu'il y a des formules qui fonctionnent et que quand l'entreprise se les approprie, ça peut vraiment marcher. Pour ma part, l'une des formations les plus utiles que j'ai suivies, c'est une formation de traduction homme-femme. Autrement dit, quand une femme dit ceci, voilà ce que vous dirait un homme à peu près dans la même situation. Alors, c'est parfois des caricatures, mais justement, il faut pouvoir les assumer, les connaître, considérer que, oui, d'accord, ok, c'est intéressant, je ne le voyais pas comme ça. Mais je crois que comme depuis tout petit, dans la cour de récréation, on n'est pas forcément habitués à se parler et à se comprendre de la même manière. Les entreprises ont aussi leur pierre à apporter là-dessus pour non pas corriger tout ce qui se fait dans les familles et dans l'école et dans la société, mais pour en tout cas apporter des outils professionnels. Et des professionnels, on n'en manque pas dans la banque. Mais il va falloir qu'on voit si ça existe sur Google Trad, cet outil. Je ne crois pas, justement, c'est l'un des problèmes. Pour conclure, un dernier mot, si vous le voulez bien. Alors, le mot collectif. Pourquoi collectif ? Parce que cet enjeu de mixité dans lequel nous allons tous, il est bénéfique à tous. Et que plus de diversité dans l'entreprise, je crois que c'est vraiment important pour les collaborateurs qui viennent de partout, de tous horizons, pour les clients qui, là encore, ont leur propre diversité. Donc on lutte collectivement, avec les partenaires sociaux aussi, contre les stéréotypes, contre le sexisme, et je crois que ça rend la vie de tous beaucoup plus simple. Et donc, nos valeurs bancaires de proximité, d'utilité, elles n'ont aucun genre, et c'est pour ça qu'on doit collectivement aller vers elles. Maya Attig, merci beaucoup pour cette conclusion. Écoutez, j'espère que... Alors, nous avions environ 10% d'hommes participants. Peut-être que ça a un peu monté, on va essayer de vérifier. En tout cas, j'espère que la prochaine fois qu'on organise ce type de live, on aura une participation plus importante des hommes. Merci beaucoup. Et puis, pour peut-être terminer, je vais rappeler simplement que nous avons mis en ligne, vous aurez l'étude cet après-midi directement sur le site de l'Observatoire, et le replay, je pense, d'ici demain. Donc, vous pourrez accéder à l'ensemble de ces échanges en vidéo. Quelques éléments d'actualité concernant l'Observatoire pour 2022. Donc, une étude va démarrer au début du mois d'avril sur les parcours professionnels, suivi d'un beau sujet sur l'attractivité et la RSE. Et puis, une étude métier sur le chargé de clientèle entreprise. Voilà. Donc, voilà, nous en avons terminé avec ce live. Merci de l'avoir écouté. Et puis, à très bientôt pour le live de l'Observatoire. À très vite.